rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle. Le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tiède par le fleuve d'Incha sur les roches flageolées. Sur la rivière d'Adou, étendu un pont en chêne gelé. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire. Le 5 janvier 2016, Chongqing. Xi Jinping arrive au 13e groupe d'armée pour une inspection. Dans la salle de l'histoire du groupe armé, Xi reste longtemps devant la moitié d'une ceinture de cuir exposée. L'objet fut laissé par les soldats de l'armée rouge, Zhou Guangcai. Quand l'armée rouge traversa une prairie, les herbes comestibles étant toutes creusées ou dévorées, de même que les écorces d'arbres comestibles, Zhou et ses camarades étaient contraints de faire bouillir leur ceinture de cuir pour tromper la faim. Quand il resta la moitié de la dernière ceinture, il proposa les larmes aux yeux. « Gardons ça comme souvenir. Nous l'emmènerons voir le président Mao. » Plus tard, ses compagnons d'armes étaient tous morts. Xi s'exprime tout ému. Voilà la force de la foi. C'est la traduction vivante de suivre résolument le parti. Mao Zedong et Chiang Kai-shek étaient conscients tous les deux de l'importance stratégique de Songpran pour la situation globale. Les deux partis mobilisaient et déployaient activement des troupes. Quand Mao Zedong a franchi les innombrables montagnes enneigées à la tête du gros de l'armée rouge centrale et fit route vers Songpran, Chiang avait déjà ordonné aux troupes de Hu Zongnan de faire route à toute allure vers le même lieu. Il prit soin de dire à Hu de mettre en place une ligne de blocus solide, cherchant à contenir l'armée rouge sur le plateau dans le nord-ouest du Sichuan. Tout dépendait alors de celui qui aurait le contrôle de Songpran. Suite au refus de Zhang Guotrao d'exécuter le plan de bataille de Songpran, décidé par le CRMC, la Commission révolutionnaire militaire centrale, l'armée rouge dut s'attaquer dans la région de Maoergai pendant plus d'1 mois. Pendant ce temps, 24 régiments ennemis réussirent à contrôler Songpran et ses environs, ce qui priva l'armée rouge de la chance de faire route vers le nord. Dans ces circonstances, traverser la prairie de Songpran devint l'option obligée pour l'armée rouge. Par la suite, les différentes unités de l'armée rouge traversèrent aussi cette prairie. Durant la seconde décade d'août, l'armée de la colonne gauche partit de la région de Zhuokrezi en direction d'Aba. À la troisième décade, l'armée de la colonne droite se mit en route de la région de Maoergai en direction de Banyo. Les dirigeants du comité central du PCC, Mao Zedong, Zhou Enlai, Jiang Wentian, Bogu et d'autres, firent cette route avec la colonne droite. Zhu De, Liu Bochang, Zhang Guotrao et d'autres avec la colonne gauche. Pour approvisionner en vivres en prévision de la traversée de la prairie, le comité central décida de constituer un comité d'approvisionnement des provisions et désigna Liu Shaozi comme président du dit comité. Les régions tibétaines étaient vastes, mais très peu peuplées. La collecte de provisions y était extrêmement difficile. Le comité fit tout son possible pour convaincre avec patience la population tibétaine de les aider. La prairie de Songpran s'étend sur une vaste zone de 15 200 km² et de 300 km de long, avec une altitude moyenne de plus de 3500 mètres. Le climat y est très rude et très changeant, avec tantôt des rafales de vent, tantôt de la neige, tantôt de la grêle. Pas de voie, pas de présence humaine, pas d'eau potable, pas de quoi manger. Un affaissement des marais pouvait se produire à tout moment. À la moindre négligence, on risquait de s'y enfoncer. Le danger était omniprésent, mais on ne savait jamais d'où il surgirait.
L'écrivain américain Harrison Salisbury donne cette description de la prairie de Songpran. En été, elle ressemblait à un tapis magique multicolore décoré d'innombrables fleurs. Ici, il n'y avait pas de tente de feutre, ni de pasteur, ni de yak, ni de mouton. Seules des fleurs muettes séduisaient les gens à y rentrer.这个割草地是非常牺牲的，我们牺牲多少人啊？后卫部队的最大困难是粮食困难。前面的部队因为走过去又把粮食都抽粮食，都把粮食都吃的吃，带的带都走了。缺粮食，几天呢？我们最多的呢，我们那个部队有8天、9天，一颗粮食都没有。天边没吃的了，就把那草地那个草长下来的草，个人每天2盘煮的吃。我整整我2天我都这样不得了。一人说话连天下谁跟谁跟他说了，看不见人。有个时候不小心啊，就踩到死人身上的。我艰苦啊，那就不能提了，就是不要提了，我都要哭了。Sortie du marais, l'armée rouge entra dans une steppe. Sur cette friche, elle fut contrainte de tromper la faim avec des herbes sauvages, des racines, voire les ceintures de cuir. Or, toutes les herbes n'étaient pas comestibles. 什么吃都有了，粮食吃光了，就吃野菜，全是野菜。凡是你认识的野菜，那个就是灰菜啦、红花苗啊、新陈菜啦、什么野韭菜啊，多了。它有时候有毒，你吃了中毒了。这水也是这样子的，你看这个水很清，结果它很毒。我看见他们拔什么草，我也拔什么草，搅一搅。 死了好多的人，吃了坐在旁边一排一排的，结果人眼睛绯红，眼睛都成了红的，死了好多战士。 Au cours de l'action Tester sans herbe, le soldat Zhang Sede du 4e groupe d'armée de l'armée rouge du 4e front allait toujours devant les autres. Une fois, pendant qu'il testait une herbe, il perdit connaissance. Plus d'une demi-heure plus tard, il reprit conscience progressivement. 10 ans plus tard, le soldat Zhang Sede du régiment de garde de l'autorité centrale se sacrifia dans l'écroulement d'un four à charbon au cours d'un grand mouvement de production dans le Shanxi septentrional. Lors de la cérémonie à sa mémoire, Mao Zedong fit la fameuse conférence « Servir le peuple ». Pour combattre la faim et sortir victorieux, officiers et soldats de l'armée rouge se nourrirent d'herbes sauvages, de racines et de ceintures de cuir bouilli. Ils fouillèrent même dans les excréments que les hommes et les chevaux avaient laissés pour trouver des grains d'orge ou de blé non digérés. 那草地没吃的没穿的，吃草根吃树皮，那个树皮好吃啊。那个树皮为什么不好吃？你把个土皮给它垮了。 皮上的土皮拔了，拿口走，拿那个树那皮头，拿来一吃。我们那个6团割草地走了，缺少2天，没办法找野菜，找点野菜来就得吃。那有些人讲的太厉害的话，有什么把人家前面吃听过没吃的不消化，哪晓得还是原来个样的土，把它洗干净大便也再吃。小铲子做公司的，就掏开。 把那兔子啊，这个老鼠啊，打死吃肉。 Lors de la traversée de la prairie, Zhou Enlai eut une forte fièvre plusieurs jours de suite. Prang de Huai prit une décision à contre-cœur. Les seuls mortiers qui restaient à l'armée rouge furent abandonnés pour former une équipe de civières. Cheng Gong se proposa comme candidat au poste de chef d'équipe et Yan Lisan, directeur des dépôts militaires de la commission centrale,
porteur de la civière en personne. En 1954, à la nouvelle que Yan Lisan, directeur du département des finances de la commission militaire centrale à l'époque, décéda à la suite d'une maladie, Zhou Enlai fut très attristé et porta en personne son cercueil lors des obsèques. Il s'exprima tout ému. « C'est Yan Lisan qui m'a ramené de la porte de l'enfer. Je tiens à saluer son départ. » Quoique la prairie comporte de l'eau avec des marais omniprésents, l'eau est d'une qualité exécrable, elle n'est pas consommable. Dans d'autres endroits, c'est la steppe, il n'y a pas d'eau du tout. La fille de Zhu De, Zhu Min, écrivit dans son livre « Mon père Zhu De ». La plus grande difficulté dans la traversée de la steppe fut le manque d'eau potable. Au début, quand on manquait d'eau, on faisait fi de l'odeur désagréable de la pisse de cheval et prenait cette pisse avec une tasse. Plus tard, il n'y avait plus de pisse de cheval. C'était réellement au point de n'avoir aucune goutte d'eau. Enfin, quand nous nous approchions du bourg de Luhua, du district de Reichui, nous voyons une rivière assez large. Les soldats se sont jetés dans la rivière et buvaient l'eau sans arrêt. Beaucoup d'entre eux, après avoir bu suffisamment d'eau, ont plongé un drap dans l'eau, drap qu'ils portaient étalé sur eux, craignant que l'eau ne fasse défaut à nouveau. Dans un tel cas, ils pourront tordre le drap pour avoir un peu d'eau. Suite à l'acte séparatiste de Zhang Guotrao, certaines unités de l'armée rouge durent traverser et retraverser la prairie à plusieurs reprises. Lors du retour sur la prairie, la plus grande difficulté fut toujours la famine. Dans le musée national de Chine est exposé un objet spécial. Il s'agit du reste d'une ceinture de cuir que des soldats avaient mangée quand ils traversaient la prairie. À l'époque, les herbes sauvages avaient été toutes dévorées. Nombreux furent ceux qui tombèrent par terre, évanouis suite à la faim. Zhang Biche eut l'idée de manger sa ceinture de cuir. Aidé par son garde du corps, il coupa la ceinture en petits morceaux à l'aide d'un couteau et les fit bouillir dans l'eau. Chaque fois, chacun eut droit à 3 morceaux. Malgré l'odeur nauséabonde, il appela cette nourriture avec humour « bœuf braisé ». Sorti de la prairie, Zhang Biche garda toujours ce bout restant de sa ceinture. Plus tard, le garde du corps, Li Shaoqing, a offert cet objet au musée de la Révolution de Chine. À peine rétabli d'une maladie, Mao Zedong céda sa civière à un autre malade. Prang De-Huai tua sa monture qu'il aimait tant pour sauver des soldats mourant de faim et de froid. Rolong ordonna de rassembler tous les chevaux et mulets de l'armée pour transporter les blessés et les malades. Quelles que furent les difficultés, il ne fut pas autorisé à abandonner un seul blessé ou malade. Aussi, y compris Rolong, les cadres de tous les niveaux cédèrent leur monture et bon nombre de blessés et de malades purent ainsi sortir indemnes de la prairie. Le soldat Feng Sijie attrapa la dysenterie après avoir bu de l'eau de la prairie. Sa tête avait enflé comme un melon d'eau. Il peinait à chaque pas à l'aide d'un bâton. Rolong vint par derrière et le hissa sur son propre cheval rouge foncé. Quelques pas plus loin, 3 avions ennemis émergèrent des nuages. Après avoir décrit des cercles, ils piquèrent vers la troupe en lâchant de nombreuses bombes. Terrorisé, le cheval renversa Feng Sijie. Rolong remit le jeune soldat sur le dos du cheval à nouveau. Selon la biographie de Li Xiannan, quand la colonne droite traversa la prairie pour la seconde fois, bon nombre d'officiers et soldats se sacrifièrent une fois de plus. Les pertes humaines atteignirent un quart de l'effectif. L'armée rouge du 2e front fut la dernière à traverser la prairie. La 96e division assura l'arrière-garde. Les différentes espèces d'herbes sauvages
avait été presque tout arraché et dévoré par les troupes qui étaient passées par là avant eux. Chaque soldat n'eut que la ration de 2,5 à 3 kilos de céréales. Les autres troupes mirent 7 à 8 jours pour venir à bout de la prairie. Mais l'armée rouge du deuxième front eut besoin de 10 jours. Une armée de 16 000 soldats au départ ne comptait plus que 12 000 à la sortie. Et la 96e division, qui servit d'arrière-garde, se vit réduire son effectif à 400 hommes à la sortie de la prairie. Lors de la traversée de la prairie, le plus dangereux fut l'affaissement du marais. Sous les touffes d'herbe se trouvaient des rivières et des fosses entrecroisées. La surface du sol, composée d'humus et de boue, était très souple. Quand l'homme marchait dessus, ça faisait des bruits mats. Chaque fois, quand quelqu'un s'enlisait dans une mare, les autres se précipitaient pour le sauver. De nombreux officiers et soldats, pour ne pas surcharger le fardeau de l'équipe de récupération des blessés et des malades, se couvrirent le visage avec des herbes, faisant semblant d'être morts. Face à cette situation, l'équipe lança le slogan « Trouvons tous les moyens possibles pour emmener nos frères prolétaires hors de la prairie. Tant que la personne en question a encore du souffle, partageons-le résolument. » Parmi les 4 membres de l'équipe de civières de l'armée rouge du 4e front, pour emmener un blessé grave hors de la prairie, 3 devaient se sacrifier successivement. Certains soldats décédés étaient complètement nus avec un tas de vêtements posés à côté d'eux. Quand les autres soldats passaient par là, ils leur rendirent hommage. Ils comprenaient la dernière volonté des défunts. Quand le cadavre se raidit, il n'est pas facile de lui enlever ses vêtements. Ils avaient donc enlevé leurs vêtements par avance. La route est longue, les vents et la neige très forts. Nous n'avons pas de nourriture à laisser aux compagnons d'armes. Alors nous nous laissons des vêtements pour vous tenir chaud. Au début, la marche dans la prairie s'effectuait en suivant des signes indicateurs. Plus tard, on avançait en suivant les cadavres des compagnons d'armes. À la fin, les tas de restes des défunts servaient de borne.它那个草啊，不是从那长吗？长浓了就不知道，一下子就掉下去，掉下那个草啊，一盖了以后啊，找都找不到，不知道你掉哪去了，那就死了，就死在那可以都这样的。我觉得啊，我们那个老战友啊，他的父亲呢是太单家的，我们上到山上啊。他的父亲在山下上不来了，后面就传口令上来，说某人的爸爸上不来了，叫他下去拉他，肚子里面是空的，没有劲，你再下去拉他，你能拉得上了，但这2个都完。过河的时候啊，你看那河里面，水面上。一会儿就漂一个死人，一会儿就漂一个死人。有的一堆儿一堆的啊，有的一堆的2、3个的、4、5个的都有啊，一堆堆的，买都没得办法买啊。那草挖那个土都挖不动啊，没得力气挖不动啊，死一堆的一堆的，老鹰啊、野狗啊，那都肯定吃掉的。你说我自己感到我现在蛮幸运的很。没得这些同志的保护啊，我们也过不来啊。收容队那个时候啊，碰到这样的人呢，他身体很虚弱，走不动，实在走不动了。那么收容队的人呢，身体也很虚弱，也不能背他，也不能拉他走。所以收容队呢没有办法，只好再多给一点，不能多给他一点干粮，他不要，要他把他自己的干粮交给收容队。叫你们先走，我是不行的，所以这个时候感觉很悲痛。我跟你讲，还好些没有掩埋的，还有的什么呢？中间有一堆火灰、炉灰啊，周围呢有一圈尸体，
就是说天气很冷，人们都在那儿捡烤火，最后都冻死了。这个看到的，哎呦，看到难受啊！所以我们那个时候只好是回内惜别战友，大家看到都难受啊！死那么多人，那都是真正的革命者。Cette stèle commémorative en marbre rose au bord de la Bagno a été érigée à la mémoire de quelques 800 martyrs de l'armée rouge. Durant la dernière décade d'août 1935, Prang De Huai dit à Wang Ping, commissaire politique du 11e régiment du 3e groupe d'armée à l'époque, que 700 à 800 soldats étaient encore sur l'autre rive de la Bagno. Il ordonna à Wang Ping d'aller les aider à passer la rivière avec un bataillon de soldats. Quand Wang Ping arriva au dit lieu, il trouva ces soldats de l'armée rouge assis là, sereinement, dos contre dos, sans bouger. Ils furent tous morts de faim, de blessures ou de maladies. Wang Ping coucha ses défunts un à un. Soudain, il remarqua qu'un jeune soldat avait encore du souffle. Il le fit porter par un éclaireur. Mais la rivière à peine franchie, le jeune soldat mourut aussi. Ce fut le plus grand nombre de morts en une seule fois enregistré dans l'histoire de l'armée rouge. Tsai Chang, femme soldat doyenne de l'armée rouge, en termes d'ancienneté de membre du parti, chanta l'Internationale en français sur la prairie. Cette chanson vigoureuse toucha le cœur des soldats et ranima leur bravoure. De l'entrée dans la prairie à la sortie, l'armée de la colonne droite eut parcouru plus de 130 km en 7 jours et 7 nuits. Elle avait payé un prix énorme. Parmi les différentes unités de l'armée rouge, l'armée de la colonne droite, composée d'une fraction respectivement des armées du 1er et du 4e front, fut la première à sortir de la prairie. À peine sortie de la prairie, elle fit face à une bataille décisive. En août 1935, les différentes troupes de l'armée de la colonne droite parvinrent respectivement à Bagno et dans la région du Haut-Baozuo et Bas-Baozuo. Haut-Baozuo et Bas-Baozuo, situés au nord-ouest de Songpran, furent un passage incontournable pour l'armée rouge dans sa progression vers Gannan, dans le nord, après sa sortie de la prairie. En août 1935, mater l'ennemi à Baozuo fut la mission première que l'armée de la colonne droite dut accomplir pour se frayer un chemin vers le nord. Apprenant la sortie de l'armée rouge de la prairie, Chiang Kai-shek ordonna à Hu Zongnan de faire barrière coûte que coûte à l'armée rouge dans sa progression vers le nord, la forçant à retourner dans la prairie pour qu'elle soit anéantie dans l'ouest du Sichuan. Mao Zedong élabora aussitôt un plan de bataille de Baozuo consistant à encercler un point fixe pour mater les renforts, cela pour exterminer l'ennemi de Baozuo ainsi que tous les renforts accourus. Le comité central adopta la suggestion de Xu Xiangtian et la tâche du siège de Baozuo fut confiée au 30e et 4e groupe d'armées de l'armée rouge du 4e front. La bataille qui importa la survie de l'armée rouge était imminente. Le 29 août, la bataille de Baozuo éclata. Au bout de 3 jours de combats acharnés, l'armée rouge anéantit les troupes ennemies stationnées à Baozuo ainsi que la grande partie des renforts. La 49e division des forces de Hu Zongnan en tuant, blessant et capturant au total plus de 4800 hommes, y compris le commandant de division, Hu Changzhen, blessé, sans compter plus de 1500 armes prises.
À la vue des troupes d'élite du Kuomintang, les soldats de l'armée rouge, affamés, dépenaillés et exténués, devinrent soudain vigoureux. Ils criaient à mort, comme s'ils tonnaient. Vaillants et tenaces, ils chargèrent farouchement. Aucun signe ne montrait qu'ils étaient une troupe qui venait de grimper dans des montagnes enneigées et de traverser une immense prairie. Au moment le plus violent, le commandant de la 10e division de l'armée rouge, Wang Yaojun, fut furieux. Il prit une mitraillette et la fit crépiter sur l'ennemi. Pendant qu'il couvrit l'attaque de ses hommes, une balle le toucha et il mourut à l'âge de seulement 24 ans. Wang a gagné de nombreux mérites dans des batailles au cours de la longue marche. Il a aussi excellé notamment au combat de nuit. Il a acquis une réputation de général des batailles de nuit. Su Shoyo fut très affligé par le décès de Wang Yaojun. Bien des années plus tard, quand il se rappelle ce commandant remarquable, il éprouve encore des sentiments très forts pour lui. Il dit « Nous avons enterré sa dépouille dans la montagne à proximité du temple Tiozi. Devant la tombe étaient posées beaucoup de fleurs que les soldats avaient cueillies dans la montagne, les larmes aux yeux. Les camarades lui ont fait un adieu silencieux. Reposez, camarade Wang Yaojun. Votre bravoure et vos mérites, nous ne les oublierons jamais. La cause que vous n'avez pas achevée, nous la poursuivrons. » La victoire de la bataille de Baozuo permit à l'armée rouge fraîchement sortie de la prairie non seulement de s'approvisionner à temps en vivres et en matériel, mais aussi de faire échec à la tentative de Chiang Kai-shek, qui cherchait à forcer l'armée rouge à retourner dans la prairie, ouvrant ainsi une voie menant à Gannan et créant des conditions extrêmement favorables pour le PCC et l'armée rouge de mettre en œuvre la stratégie de faire la route vers le nord, afin de lancer la résistance contre l'agression japonaise. En 1936, Edgar Snow, célèbre journaliste américain qui avait séjourné à Yan'an, écrivit tout ému dans son livre « Récit du voyage dans l'Ouest ». La longue marche de l'armée rouge a été l'une des plus grandes entreprises dans l'histoire militaire. Comparé à la longue marche de l'armée rouge, le franchissement des Alpes par Hannibal, père de la stratégie occidentale au IIe siècle avant notre ère, ne fut qu'une randonnée d'été décontractée. Face aux montagnes enneigées à perte de vue et à l'immense prairie, l'armée rouge, grâce à sa détermination exceptionnelle, franchit les limites extrêmes de la vie et composa une chanson héroïque qui émeut terre et ciel. Ces héros firent baisser la tête aux montagnes enneigées et se frayèrent un chemin dans les marais. Ce qui les soutint psychologiquement fut toujours la foi. L'idéal révolutionnaire est plus important que tout ce qu'il y a dans ce monde. Cet idéal et cette foi, c'est l'âme d'un État, d'une nation, d'une armée. Avec cette âme, l'État peut se rendre puissant, la nation prospère, et l'armée devenir une force toujours invincible. Après d'innombrables adversités, l'armée rouge se dirigea toujours vers la direction indiquée par le PCC, faire la route vers le nord pour lancer la résistance contre l'agression japonaise et assumer la mission du salut du pays. Les différentes troupes de l'armée rouge se rassemblèrent dans le Shanxi septentrional, formant ainsi une gigantesque force de résistance contre l'agression japonaise.